Bonjour ou bonsoir, chers téléspectateurs, tout dépendra de l'heure à laquelle vous regarderez cette émission. Je suis ravie de vous présenter le second numéro donc, de votre émission littéraire Préface. Aujourd'hui, je reçois deux invités. Le premier invité, Robert Procida, auteur d'un roman à caractère autobiographique, Divine Adrénaline. Merci de ton invitation. Mon second invité, donc Guillaume Roubillard, docteur en cinéma, réalisateur et je crois spécialiste ou spécialisé dans le cinéma antillais. Exactement, merci de l'invitation. Aujourd'hui, le fil conducteur de notre émission sera donc du roman antillais à l'adaptation cinématographique. Et avant de donner la parole donc à notre premier invité, je vais faire un rappel. Donc c'est un universitaire, monsieur donc Aguilar Escuela, du Costa Rica, qui donne une définition de la littérature antillaise ou du roman antillais. Alors il dit ceci. Il est vrai que la littérature antillaise est en quelque manière une littérature d'une originalité différente, comportant d'autres caractéristiques ainsi que d'autres sujets lorsqu'elle est comparée à la littérature française hexagonale. Néanmoins, elles partagent toutes les deux aussi certains traits en commun, comme c'est le cas du caractère de la littérature engagée, qui est née et s'est développée comme une arme dénonciatrice des actes d'inégalité et d'injustice au sein de la société contemporaine. Donc en fait, cette phrase est tirée de son essai intitulé « Les caractéristiques du roman antillais » à travers l'œuvre de Marie Scondé, Frédéric Régent et Joseph Zobel. Donc, avant de donner la parole à notre premier invité, je vais le présenter en quelques minutes, je vais dire en quelques mots, même s'il va donc enrichir ce que je vais dire. Robert Procida est actuellement le directeur du développement économique à la Chambre de commerce. C'est un homme très engagé dans le tissu associatif, culturel et sportif qui s'investit dans des causes qui touchent de nombreux domaines, dont la santé. Mais tu nous en diras davantage. Alors, est-ce que tu peux nous parler de toi en quelques secondes, on va dire, avant que je ne te pose la première question? Je vais tenter de le faire avec plaisir. Je suis le fils d'une mère femme de ménage, d'un père agriculteur et qui a été élevé par sa grand-mère au centre-ville de Basse-Terre et qui, chemin faisant, a découvert, en tout cas a profité de l'amour presque exclusif de sa grand-mère et dans un environnement un peu particulier, merveilleux, je dirais même, qui est le centre-ville de Basse-Terre, d'où un peu l'essence du livre, du roman autobiographique que je propose à nos futurs lecteurs. D'accord. Alors, la première question que je vais te poser est la suivante. Par rapport à la définition que j'ai faite, que j'ai lue tout à l'heure donc de monsieur Aguilar, est-ce que cette définition du roman antillais pourrait convenir à ton roman Divine Adrénaline? Oui, absolument. Peut-être que j'y ajouterais que dans nos régions colorées, avec des arômes, avec des saveurs, on peut y rajouter ces caractéristiques à nos romans. Et donc, à travers les écrits, à travers ce que l'on veut transmettre aux uns et aux autres, il y a, me semble-t-il, plus que le fait de retranscrire une réalité sociale, une réalité humaine. Il y a aussi un mode de vie, il y a des origines bien trempées sur notre territoire et qui se voient au-delà des mots. Alors, t'engages-tu, parce que c'est le propre logiquement de l'autobiographie, c'est de dire toute la vérité, rien que la vérité. Alors, est-ce que tu t'engages à dévoiler au lecteur toute la vérité et rien que la vérité dans ce récit? J'ai l'habitude de dire que ma parole m'engage, alors je ne sais pas si ça peut suffire, mais je ferai au mieux. D'accord. Donc, à travers ce que j'ai lu, de ce que tu m'as envoyé, l'amour semble être un fil conducteur dans ce roman, et pourquoi? Alors, je ne sais pas si ça fait référence au fait que j'ai été baigné d'amour de par ma grand-mère, de par l'éducation de ma grand-mère, ou aussi parce que, étant l'enfant unique, étant au centre-ville, j'ai eu la chance de pouvoir rencontrer les marchands, les marchandes de
poissons qui venaient de terre de haut, puisque ma grand-mère est saintoise, et qui venaient régulièrement dans notre maison et qui, à chaque fois, faisaient référence à l'amour qu'il pouvait porter au petit garçon noir qui est à la maison. Est-ce que c'est aussi le fait que j'accompagnais régulièrement ma grand-mère au marché, et donc le marché de Basse-Terre, c'est un lieu de rencontre, c'est un lieu de vie, et les marchands, dans leur générosité habituelle, légendaire, n'hésitent pas à partager leur amour. Et donc, je pense que c'est l'environnement, c'est le contexte qui fait que en grandissant, on est imprégné de tout cela. D'accord. Donc, tu viens de parler de ta grand-mère. Donc, j'ai vu que c'est une figure qui revient systématiquement dans ton roman. Alors, que représente la figure de la grand-mère dans ce roman? Et je n'ai pas pu m'empêcher de faire le lien avec le roman de Joseph Zobel, où là encore, on voit la présence d'une grand-mère qui semble très importante. Alors, quel rôle joue cette grand-mère dans ta vie, dans ce roman? Alors, ma vie, comme celle de beaucoup de Guadeloupéens et d'enfants sur cette terre, je pense, peut se rapprocher de ce que beaucoup d'entre nous avons pu vivre, notamment à travers des conditions sociales particulièrement difficiles. Et la grand-mère prenait sa part en soulageant son fils ou sa fille, en prenant à charge l'éducation d'un enfant, c'était généralement le premier, et soulageant ainsi, permettant à la fille, en l'occurrence ma mère, de pouvoir travailler et subvenir à ses besoins. Donc c'est un rôle social, mais c'est aussi un rôle qui, à un certain niveau, à certains moments, peut compenser celui de l'absence du père, parce que nous avons traversé peut-être un peu moins en cette époque une société où le père n'était pas toujours présent. Et donc la grand-mère faisait office d'autorité paternelle, d'autorité maternelle. Et ce biais-là, je pense que beaucoup d'entre nous l'avons vécu. Tout à fait. Donc, j'ai constaté, parce que donc, tu parles donc, de ces relations de la famille qui a souvent été monoparentale, qui l'est encore aujourd'hui, mais ce n'était pas, je pense, tout à fait le même contexte. Donc, j'ai vu aussi que tu parles souvent des femmes. Les femmes reviennent assez souvent, si bien que je me suis demandé si on pouvait qualifier ton roman de roman féministe. J'ai vu aussi que tu parles à un certain moment de potomitan. Alors, sachant qu'effectivement, il y a aujourd'hui beaucoup de femmes qui refusent ce rôle donc, de potomitan. Alors, est-ce que toi, tu dirais que c'est un roman féministe? Et qu'est-ce que ça t'évoque, le potomitan? C'est un roman profondément féministe. Je pense que c'est un aspect du roman qu'on n'a pas encore relevé, mais c'est un plaidoyer pour la femme. C'est un plaidoyer pour la femme notamment parce que ma transformation a vu le jour lorsque mon épouse m'a permis de vivre la naissance de mon premier garçon. Et il me semble que c'est à partir de ce moment-là que j'ai compris, j'ai pu donner un sens à ma vie, un sens à ma présence sur Terre. J'ai compris le lien qu'il y a entre la vie et la mort. J'ai compris où trouver la motivation pour accompagner une famille, participer à l'éducation d'un enfant. Et j'ai compris le lien qu'il y avait entre l'enfant et sa mère. Et que tout écart de langage ou d'attitude envers la mère avait des répercussions sur l'enfant. Et donc, sans compter que ma grand-mère m'avait suffisamment asséné des observations pour que son petit-fils ne soit pas celui qui fasse de la peine avec un traitement répréhensible vis-à-vis des femmes. Donc, c'est vraiment un plaidoyer pour la femme, un plaidoyer pour le respect des femmes et pour qu'ensemble, nous puissions faire en sorte à ce que l'humanité et les enfants de Guadeloupe, les enfants de demain, puissent être équilibrés. Alors, je vais lire une phrase. « Quelles que soient les circonstances, mon fils, sois toujours reconnaissant dans la vie, même pour le plus insignifiant des services qu'on t'aurait rendus. Ne sois pas oublieux. » Je crois que ça, c'est une phrase que ta grand-mère avait coutume de dire. Oui. Donc, apparemment, la transmission des valeurs et de l'homme que tu es aujourd'hui, c'est encore ta grand-mère. Absolument. Je pense que le formatage de notre parcours de vie est le plus important, c'est dans la prime enfance. Et dans le jeune âge, lorsque nos parents, et en l'occurrence ma grand-mère, traversant des difficultés, mais qui ne sont pas conscientisés encore par le jeune que je suis, me ramènent ces préceptes. Je ne comprends pas trop ce que cela signifie en vérité, mais c'est maintenant, en tant qu'adulte, en tant que parent, je réalise à quel point ces enseignements m'ont accompagné. D'accord.
Je poursuis donc cette interview. Moi, j'ai été interloquée, surprise par le titre « Divine Adrénaline ». Alors, j'aimerais bien que tu nous dises qu'est-ce que toi tu entends par ce titre et qu'est-ce qui t'a poussé à donner ce titre-là? Parce qu'il est quand même, il interpelle. Oui, alors adrénaline parce que c'est un nom que l'on peut adosser à tout ce que j'ai pu raconter dans l'ouvrage, c'est-à-dire ma passion, le fait de pouvoir m'engager dans le monde associatif, dans le monde professionnel, l'énergie que j'ai pu déployer à mener tant d'actions d'une manière constante jusqu'à maintenant. Et donc l'adrénaline, lorsque cette intuition m'est venue, correspond exactement à la nature profonde qui m'anime. Et puis la version divine, c'est après tout ce qu'il y a de spirituel en nous, hein, alors pas plus ici qu'ailleurs, tout ce qui fait, tout ce qui motive les raisons pour lesquelles on s'engage dans la société. Et donc ce côté divin, il est en chacun de nous. Après, chacun y porte un sens plus particulier. Mais c'est en ça que tout simplement, j'ai considéré que le titre du livre correspondait autant que faire se peut à ce que j'ai pu faire à mon niveau. Parce que j'ai remarqué que le mot foi aussi revient tout au long donc, de ce roman. Alors, est-ce que c'est la foi chrétienne au sens... en général, très souvent, quand on entend le mot foi, on pense toujours à chrétienté. C'est la foi chrétienne ou c'est simplement la foi, c'est-à-dire avoir un mental positif, développer des valeurs d'humanisme? C'est quoi pour toi cette foi qui revient dans ce... C'est vrai que j'habitais à 2 pas de la cathédrale Notre-Dame de Guadeloupe et que tous les chants liturgiques, je les connais par cœur. Même si je ne fréquentais pas suffisamment assidûment, peut-être pour mes parents, l'église. Mais la foi dont je parle, c'est une foi en l'homme, c'est une foi en ce qu'il a de divin en lui, c'est une forme de puissance universelle qui fait que quand on regarde pousser une plante, on se demande mais d'où vient l'énergie qu'a cette plante? Quand on regarde la vie à travers même ceux qui ne bougent pas, même ceux qui nous semblent inertes, eh bien, elle est d'une nature immanente, d'une nature imperceptible, mais véritablement là et qui nous accompagne. Et donc, c'est en ce sens que la foi qui anime, me semble-t-il, tout être vivant ou ayant un caractère vivant non manifesté, parce qu'il me semble que les roches, les pierres, ce qui nous paraît dur pour lesquels on ne voit pas, on n'observe pas forcément le cycle de vie, cette matière-là aussi, elle vit. Absolument. Et donc, cette foi, elle pénètre tout ce qui est porté à nos yeux, à notre perception. Il me semble que c'est dans ce sens que je voudrais, moi, interpréter la notion de foi. Après, ça ne me dérangerait pas qu'on puisse transplanter d'autres interprétations. La foi chrétienne, par exemple. Alors, j'ai vu aussi que la Guadeloupe tient une place très importante dans ce roman. Alors, par exemple, tu as été guide de montagne, si j'ai bien compris. Oui, oui, tu as fait un guide de montagne. Oui, donc, guide de montagne. À une époque où le premier des réflexes était de s'expatrier et qu'on était souvent scotché par le fait que les touristes qui arrivaient au pays connaissaient mieux notre pays que nous-mêmes. Alors, les premières formations de guide en moyenne montagne ont pu voir le jour et c'est à une époque où j'étais encore disponible. J'ai pu, avec des formateurs hors pair que tout le monde connaît, pouvoir découvrir mon pays, mon magnifique pays, vraiment. S'il y a un pays qui est vraiment magnifique, c'est la Guadeloupe. Alors, c'est vrai que quand on réécoute les chansons d'époque, souvent on relate la beauté du pays, la beauté des paysages. Mais je pense qu'on a trop tendance à se suffire de cela et qu'il faut vraiment, pour de multiples raisons, et bien sûr pour la santé physique, pour la santé morale, pouvoir découvrir ce pays dans tous ses méandres, dans toutes ses traces, dans tout ce qu'il a de plus profond et de plus sain à nous offrir. Je partage complètement ton avis. Il y a aussi un autre aspect qui revient dans ce roman. Donc, la famille est présente. Hein. Ta grand-mère, la présence des femmes. Mais manifestement, il y a quelque chose qui a changé, enfin, en tout cas, qui a impacté fortement ta vie. C'est le fait de devenir père. Donc, j'ai vu que tu insistes pas mal dessus. Donc, en quoi ça a été quelque chose qui t'est à ce point impacté, au point que dans ce roman, je rappelle,
Divine Adrénaline, que tu te sentes qu'il y ait des chapitres, enfin en tout cas plusieurs pages consacrées au fait, en tout cas quand tu deviens père pour la première fois, tu racontes comment tu tiens cet enfant. C'est comme si voilà, on dirait que c'était toi directement qui lui avais donné la vie. Alors est-ce que tu peux nous parler de cet aspect? Oui, avec beaucoup de passion, parce que concrètement, j'ai assisté à la naissance de tous mes enfants. Avec, bien sûr, j'ai accompagné mon épouse. J'ai vraiment vécu cette expérience avec beaucoup de bonheur. Et s'il y a quelque chose sur cette terre que j'ai pu faire pour lequel je suis vraiment satisfait et heureux, c'est d'avoir pu participer à cette expérience de vie grâce à mon épouse. Mais vraiment, un enfant, c'est merveilleux. C'est merveilleux à accompagner, à faire en sorte à ce qu'on lui transmette la vie, en tout cas qu'on puisse faire perdurer la vie, la santé, l'accompagner à l'école, accompagner la maman aussi d'une manière générale. C'est quelque chose où peut-être mes mots ne vont pas suffire. Je parle avec mes tripes et on doit savoir, on doit comprendre que quand il fallait changer les couches, j'étais là. Quand il fallait le soir m'occuper de celui qui pleurait, j'étais là. Quand il fallait aller à l'école pour pouvoir écouter ou entendre ce qu'il y a lieu de faire pour accompagner les enfants, je suis là. Quand il fallait faire du sport, je suis là. Quand il fallait s'il y a un sujet sur lequel je me suis absolument investi, mais avec bonheur, mais un sujet que je découvrais, c'est celui-là. Et d'ailleurs, c'est à partir de cette expérience où j'ai quand même trouvé, j'ai puisé encore dans mon énergie que j'ai trouvé sans fin pour pouvoir m'occuper d'associations, voilà. Mais ceci dit, je n'aurais pas pu faire autant si la femme qui m'accompagne ne m'avait pas permis de le faire. Alors, tu sais que c'est quand même assez rare d'entendre un tel discours en tant qu'homme sous nos cieux. Généralement, on a tendance à dire que c'est le rôle de la mère de faire un certain nombre de choses. Et donc, à travers ce roman, tu montres effectivement que tous les hommes ne sont pas à mettre dans un même schéma et que certains ont conscience d'autre chose. Mais est-ce que dans ta vie personnelle, excuse-moi, je vais un petit peu fouiller, le simple fait que tu aies eu à t'investir, est-ce que c'est pas lié aussi à quelque chose de personnel? Sûrement. On ne part pas de rien, on part d'un chemin de vie, d'un parcours de naissance qui nous imprime le contexte dans lequel on a grandi. Il y a sûrement des explications. Est-ce que ton père à toi était aussi présent? Non. Non, il n'était pas présent dans ces premiers moments. Et d'ailleurs, j'ai ressenti d'autant plus son absence à la naissance de mon premier garçon. Et la naissance de mon premier garçon m'a incité à aller à sa rencontre. Et c'était encore un autre champ à découvrir parce que je découvrais un père, je découvrais mon père qui m'a toujours aimé, qui a toujours voulu se rapprocher de moi et qui jusqu'à maintenant a maintenu des rapports de père avec moi et qui m'ont moi-même permis de transmettre à mes enfants ce que je n'avais pas reçu dans les premières années de mon père. C'est une histoire où je suis ravi de recoller les morceaux qui à un certain moment ne l'étaient pas. En apparence. Alors, on poursuit donc cette interview. J'ai dit tout à l'heure dans la présentation que tu étais aussi un homme très engagé donc, dans le milieu associatif, culturel et sportif. Le carnaval, un engagement citoyen, pas juste un engagement festif, oui, mais un engagement citoyen. Alors, j'ai vu 2-3 anecdotes. À un certain moment, j'ai vu qu'il y a une sœur, donc que tu as eu à discuter avec une religieuse, qui a donné un sens particulier au mot carnaval. Je crois qu'une fois aussi, dans une manifestation, tu as milité, on va dire, pour sensibiliser sur la drépanocytose. Alors, quels sont tes rapports avec le carnaval ? J'ai toujours considéré que le carnaval était une excellente opportunité pour le pays de communiquer sur d'autres sujets, autres que la partie culturelle et festive. Alors, notamment dans le secteur économique, j'ai milité pour que les entreprises, les partenaires, les sponsors puissent intégrer le carnaval,
mais aussi pour qu'à travers profiter d'un coup de projecteur médiatique exceptionnel à ce moment-là, de faire en sorte à ce que des causes sociales puissent être partagées par le plus grand nombre d'entre nous. C'est la raison pour laquelle l'exemple de la drépanocytose ou de l'autisme a pu être porté à travers le carnaval, et donc le coup d'éclat médiatique a fait qu'on a mieux intégré, mieux pris en compte ces problématiques sociales, et derrière, si tant est que cela puisse avoir des résultats pour celles et ceux qui en ont plus besoin, c'était vraiment l'apothéose pour moi, parce que le caractère festif en soi, je n'y ai rien apporté. Par contre, le volet développement économique, le volet coup de projecteur sur une cause sociale, oui. C'est un sujet sur lequel je considérais que ma saison carnavalesque était réussie lorsque sous cet angle-là, j'avais réussi. Alors, tu m'as raconté une anecdote avec des prisonniers. Est-ce que tu peux nous en parler? Oui, nous avions monté un programme de lutte contre l'illettrisme, puisque c'est hier ou avant-hier, c'est la journée nationale de lutte contre l'illettrisme. Oui. Eh bien, nous avons mis en place un programme de formation pour les détenus de la maison d'arrêt de Basse-Terre, de manière à ce qu'à travers un programme de lutte contre l'illettrisme, en pratique, le côté opérationnel, c'était la réalisation de la fabrication de décors. Donc, on leur montrait comment constituer un décor sur une base théorique, et on profitait pour leur apprendre à parler, à écrire le français notamment. Et chemin faisant, ils étaient évalués sur, bien sûr, le côté opérationnel décor carnaval, mais sur aussi la maîtrise progressive des outils que des professeurs leur mettaient à disposition. Et ben, le groupe des 5 détenus qui ont été retenus, a eu le loisir de remporter le premier prix décor. Voilà, pour cette saison-là. Et donc, on a eu l'occasion de revoir à l'extérieur, parce qu'ils avaient une autorisation pour sortir, de revoir à l'extérieur certains d'entre eux qui se sont réinsérés. Super, c'est magnifique. Oui. C'est magnifique. Alors, tout au long donc de ce roman, et déjà quand on t'écoute, s'il y a une chose qui ressort, c'est le don de soi. Pour toi, c'est important. Tu ne fais pas apparemment les choses de manière superficielle. C'est soit tu t'engages, soit tu n'es pas là. C'est bien cela. Alors, quelle définition, toi, tu donnes à la notion de don de soi? C'est faire ce que l'on peut faire le plus sincèrement, le plus simplement du monde, sans a priori, quoi. Alors, après, chacun a ses niveaux d'implication, et qu'il n'y a pas lieu, me semble-t-il, de comparer ce que celui-ci fait ou ce qu'un autre peut faire. Mais chacun, à sa mesure, là où il est, s'il faut revenir à l'exemple du carnaval, les applaudissements pouvaient largement suffire à celles et ceux qui déambulaient dans les rues, et on pouvait ne pas demander plus, alors que d'autres sponsors finançaient, effectivement, accompagnaient. Chacun à sa mesure doit pouvoir comprendre, estimer ce qu'il peut donner pour faire en sorte à ce qu'une cause avance. C'est tout. Nous arrivons donc à la fin de cette interview. Ma dernière question. En conclusion, alors je remets encore ce roman à l'écran, Divine Adrénaline. Peut-on parler de roman humaniste, et que voudrais-tu que les lecteurs retiennent de ce roman? Alors, je m'en voudrais d'indiquer d'ores et déjà ce qu'il faudrait en dire du roman. Mais ce qu'il faudrait retenir, je pense que j'aimerais qu'on y retienne, c'est que la vie qui nous est donnée ou prêtée nous invite à la vivre passionnément, le mieux possible, le mieux en interaction avec notre vis-à-vis, le mieux en amour, le mieux en partage. Et donc, chacun à son niveau, chacun dans son domaine de compétences, nous pouvons le plus sincèrement, le plus simplement du monde, aimer notre environnement, aimer notre vis-à-vis, nous aimer nous-mêmes, et faire en sorte à ce que la société soit plus pacifiée et que nous soyons encore plus heureux sur cette terre. Est-ce que tu souhaiterais nous lire un extrait ou ce que tu voudrais du roman avant que je passe la parole à notre second invité? Vraiment ce que tu souhaites, ce que tu voudrais. Alors, peut-être les premiers mots concernant les enfants. À toi, Abraham,
à toi Charlet, à toi Kénizé, à vous trois mes très précieux champions. Merci du fond du cœur pour l'énergie du bonheur qu'à profusion vous m'offrez. Divine Adrénaline en est le vibrant témoignage. Donc en fait c'est aussi, comment dirais-je, l'expression de l'amour que je porte, que tout parent porte à ses enfants en fait. Ou devrait, hein, parce que... Ou devrait. Merci beaucoup en tout cas Robert Procida. Une dernière fois encore, je vous montre ce roman, Divine Adrénaline, que je vous recommande, un homme passionné. Et à travers aussi ce roman autobiographique, il y a aussi en fond la Guadeloupe. Je trouve qu'on voit l'évolution donc du pays. Et ce qui se dégage aussi de ce roman, selon moi, c'est quelque chose de très très positif, notamment ton regard sur la jeunesse. Alors, je vais me permettre de lire ce passage qui m'a interpellée positivement. Certains adultes se limitent quelquefois à cadrer l'image de notre jeunesse entre plaisir, frime, farniente et légèreté. Si ce cliché peut toujours prêter à débat, je retiens particulièrement de ces quelques années de fréquentation d'étudiants issus de tous les milieux constituant notre population un profond sens de la réflexion critique et une approche du futur décrivant leur territoire plutôt apte à être en phase avec la modernité. Merci beaucoup.